18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le Premier ministre algérien Nagdi El Arbaoui s'est rendu aujourd'hui en Gambie pour prendre part aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévu dès demain. Arrivé hier soir à Alger du deuxième convoi d'enfants palestiniens pour une prise en charge sanitaire, les enfants sont arrivés de Gaza où la barbarie sioniste sévit depuis plus de 7 mois maintenant. Et en Grande-Bretagne, la contestation quant à la loi qui permet l'expulsion de migrants rwandais gagne la rue. Le Premier ministre algérien Nagdi El Arbaoui, représentant le président Abdelmejid Tebboune, s'est rendu ce vendredi en Gambie pour prendre part aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévu les 4 et 5 mai dans la capitale gambienne Banjul, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Cette conférence examinera les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne ainsi que les questions économiques, humanitaires et sociales et les celles liées au rejet du discours de la haine et de l'islamophobie et la promotion du dialogue entre les civilisations, précise le communiqué. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a tenu hier jeudi à Copenhague des rencontres bilatérales avec ses homologues du Danemark, de Norvège, d'Afrique du Sud, du Ghana, de la Libye, de Côte d'Ivoire, du Zimbabwe et de l'Ouganda. Et ce, en marge de sa participation aux travaux de la 21e réunion ministérielle périodique des pays africains et des pays nordiques, indique un communiqué du ministère. Les entretiens ont porté sur les principaux thèmes des questions inscrites à l'ordre du jour de la session de cette année de la réunion ministérielle qui se tient dans un contexte de résultats importants de la prédécennie ou de la session tenue en Algérie. L'Algérie poursuit sa solidarité active avec le peuple palestinien qui subit actuellement un génocide à Gaza. C'est dans ce sillage que le deuxième convoi d'enfants palestiniens blessés ont été rapatriés jeudi soir avec leur accompagnateur à partir de l'aéroport international du Caire en Égypte à destination de la base aérienne de Bouferik en Algérie. Dans ce geste d'accueil, l'espoir naît. L'Algérie a ouvert grand les bras avec générosité pour prendre en charge des enfants palestiniens blessés, laissant derrière eux leur pays en proie au génocide. Un soupir collectif de soulagement s'élève dans l'air. Les visages fatigués s'illuminent d'un mince sourire mêlé de gratitude, d'espoir et d'amertume. J'ai été blessée à Gaza, ma jambe et ma tête ont été touchées par des bombes sionistes. Nous sommes partis en Égypte, puis on a rejoint l'Algérie. Nous avons été très bien accueillis. On a été très bien accueillis. Nous remercions le gouvernement algérien et son peuple. Nous avons laissé notre pays en enfer. La situation est catastrophique et inhumaine, incompatible à la vie humaine et animale. Ces enfants portent avec eux des témoignages poignants de l'horreur vécue pendant 7 mois d'agression génocidaire à Gaza. Les bombardements se poursuivent toujours à Gaza. Ils continuent de tuer les civils. Il y a toujours des martyrs sous les décombres et n'ont pu être retirés des gravats. Les chiffres communiqués par les journalistes et les agences médiatiques sont loin des chiffres réels. Le nombre des martyrs est de plus en plus élevé. Mon fils est tombé en martyr, le deuxième a été blessé. Nous avons quitté le lieu juste après. Nous étions chez nous à la maison lorsqu'un missile est tombé sur nous. Nos voisins étaient sous les décombres. Mon fils a été soigné à Gaza. On a quitté le pays pour l'Égypte, puis pour l'Algérie. L'initiative de l'Algérie de prendre en charge les enfants palestiniens blessés sous instruction du président Abdelmejid Tebboune
marque toutefois la compassion et la solidarité du peuple algérien à l'égard du peuple palestinien, qui va bien au-delà des frontières. Pour ces enfants, cette généreuse action offre bien plus qu'un simple refuge physique. Elle leur permet de retrouver une deuxième patrie, un havre de paix qui ont perdu depuis le 7 octobre, un lieu où ces enfants blessés pourront panser leurs blessures en douceur, loin des traumatismes des bombardements et des scènes d'horreur qu'ils côtoient quotidiennement. Et aujourd'hui s'est tenue la deuxième journée de la première conférence sur la vision médiatique de la question du Sahara occidental. La conférence a connu la participation de journalistes de plusieurs nationalités venus caractériser la dimension internationale de la question sahraoui, et ce par leur prise de position pour la lutte du peuple sahraoui qui se bat pour en finir contre le colonialisme. Dans tous les forums, à commencer par les Nations Unies, où ils sont membres du Conseil de sécurité. Donc c'est très important et c'est très essentiel. Donc la question évolue, y compris au niveau international. Ceci étant, je ne vous cache pas que le Maroc, de par son intransigeance, de par sa politique de fuite en avant, essaye d'empêcher les choses d'évoluer. Il essaie de contrarier et de bloquer les efforts des Nations Unies. On vient de le voir avec le cas du représentant spécial, M. Stéphane de Mistura, et au niveau des Nations Unies. Mais aussi au niveau des territoires occupés où le Maroc perpètre le crime, réprime et essaye justement de brader, si je peux dire, le Sahara occidental pour les multinationales. Je pense que c'est très important de faire de réaliser et de faire ce réseau international des journalistes internationaux solidaires vis-à-vis de la cause sahraoui, parce que c'est une cause qui a besoin d'être médiatisée, surtout dans le monde arabe, et qui refuse carrément l'occupation marocaine, cette occupation qui harcèle ce peuple, cette occupation qui écrase, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ce peuple a besoin de soutien de tous pour son autodétermination, des institutions des droits de l'homme, des résolutions internationales, des accords de Genève. Tous ces socles soutiennent le droit des peuples à s'autodéterminer et à la protection des civils et surtout à la libération des détenus d'opinion. Mais ces aspects ne sont pas du tout respectés. Ici, ils sont absents dans les territoires occupés. Ils sont même occultés. Ils sont occultés des médias et surtout et en particulier des médias arabes. Pourquoi ces informations concernant le Sahara occidental sont-elles écartées des médias ? Un important gisement aurifère de classe mondiale a été découvert dans les départements de Kani et d'Yandra, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont rapporté ce vendredi les médias du pays. Les ressources minérales de ce gisement, le plus grande mine du pays à ce jour, sont évaluées à 155,5 tonnes d'or. Et les travaux de construction de cette mine, d'une durée de vie estimée à 20 ans, devraient démarrer au dernier trimestre de l'année 2024. Et à l'entrée de production, elle devrait se faire en 2027, avec une capacité annuelle de traitement de l'usine qui sera évaluée à 11 millions de tonnes de minerais. La mine nommée Projet Kona va mobiliser un investissement initial de 400 milliards de francs CFA. À noter que la production d'or en Côte d'Ivoire est estimée à quelques 50 tonnes en 2023, loin derrière les principaux producteurs en Afrique, tels que le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali ou encore le Burkina Faso. Et dans un tout autre registre, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Eric Whitaker, a été convoqué jeudi soir par le ministre burkinabé des Affaires étrangères suite à la publication d'une déclaration conjointe des USA et du Royaume-Uni. Rapportant les rapports de l'ONG Human Rights Watch portant sur des allégations contre l'armée burkinabé, l'accusant d'avoir, je cite, massacré en février 2023 des civils dans le nord du pays. Le diplomate s'est vu remettre une note verbale
comprenant la restriction du gouvernement burkinabé en rapport avec la déclaration conjointe rapportée par l'agence d'information burkinabé. Et direction l'est du continent où les caprices de Dame Nature n'ont pas fini. Le Kenya et la Tanzanie, déjà frappés par des pluies diluviennes depuis hier soir, doivent faire aussi face à l'arrivée du cyclone Hidaya, selon le département météorologique du Kenya. Nairobi, la capitale du pays, fait partie des territoires qui devraient connaître de fortes pluies en cours des prochains jours. De son côté, le bureau du président William Ruto a annoncé que la région côtière est susceptible d'être confrontée au cyclone qui entraînera de fortes précipitations, de grosses vagues et des vents violents pouvant affecter les activités maritimes dans l'océan Indien. Par ailleurs, les autorités tanzaniennes ont prévenu ce vendredi que ce qu'ils avaient qualifié jusque-là de phénomène s'est renforcé pour atteindre le statut de cyclone à part entière. Et au Kenya, toujours, le bilan des victimes des inondations auxquelles fait face le pays depuis mars est encore alourdi pour atteindre les 210 morts, a annoncé ce vendredi le ministre de l'Intérieur kényan. Ce bilan intervient alors que, je vous le disais à l'instant, le pays se prépare à l'arrivée d'un cyclone qui s'approche des côtes tanzaniennes. Les défenseurs des demandeurs d'asile se mobilisent au Royaume-Uni afin d'empêcher les arrestations ou les transferts de migrants et les incarcérations dans le cadre du plan du gouvernement qui entend expulser ces migrants-là. Le Parlement, comme vous le savez, avait voté le 23 avril une loi controversée visant à envoyer des migrants en situation irrégulière au Rwanda où leur demande d'asile sera étudiée sans la possibilité pour eux de retourner au Royaume-Uni, quel qu'en soit le résultat. Cette manifestation a par ailleurs été fortement réprimée. Selon Scotland Yard, 45 personnes au total ont été arrêtées et placées en garde à vue, notamment pour obstruction de la chaussée, refus d'obtempérer, pour violence envers les forces de l'ordre. Et au Soudan, comme vous le savez, qui fait face à un important abcès sécuritaire qui oppose les forces armées du pays et les forces de soutien rapide. 2 chauffeurs du comité international de la Croix-Rouge ont été tués et 3 employés blessés par des hommes armés jeudi dans la région du Darfour du Sud, a annoncé la Croix-Rouge dans un communiqué à Genève sans donner plus de précisions. Par ailleurs, elle précise que l'équipe venue de l'Abia pour évaluer la situation humanitaire des communautés touchées par les violences armées dans la région lorsque le drame s'est produit, ajoutant que la priorité de la Croix-Rouge est de soutenir les personnes les plus touchées par cette tragédie, en particulier les familles, les proches, les collègues des victimes. Et par la même occasion, l'institution humanitaire a réitéré son appel pour la protection immédiate de tous les civils, y compris les travailleurs humanitaires et le personnel médical. Et direction le Libéria où le président Joseph Boaké a signé hier un décret marquant une étape majeure vers la création d'un tribunal qui jugerait les crimes de guerre de civils. Et les victimes le réclament depuis la fin des atrocités dans le pays il y a plus de 20 ans. En effet, Joseph Boaké, à cette occasion, a déclaré que son action vise, je cite, à rendre justice et à guérir les cicatrices et les souvenirs de cette tragédie et les violences mésaventures. Nous devons agir et réagir maintenant, a déclaré le président du pays. Pour rappel, le Libéria a traversé 2 guerres civiles en 1989 et 2023 qui ont coûté la vie à au moins 250 000 Libériens. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est pour le journal de la rédaction présenté par Abdelkader Idrieff.